Maintenant, nous passons à la dernière session de cette semaine. C'est une séance plénière qui s'appellera 2020 dans le rétroviseur. Conversation sur l'avenir de l'inclusion financière. Bonjour tout le monde. Bonjour Claudio. Ah, ça me rappelle l'endroit où j'étais professeur et j'étais des membres du conseil de justice de la BBVA, de la Fondation Microfinance de la BBVA. Et je vais donner mon point de vue personnel et pas le point de vue de la BBVA. Comment ça se passe au Cambodge? Très bien, merci. Ici, c'est déjà le soir et j'ai vraiment l'honneur de pouvoir discuter avec vous pendant ces 45 minutes. Je me réjouis d'entendre vos premiers mots pour démarrer cette conversation. Avec plaisir. On nous a demandé de parler du futur après la crise, après la pandémie. Et l'une chose que l'on sait à propos du futur, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne reviendra probablement pas à l'ancienne normalité. Il faudra mettre en place une nouvelle dynamique et on ne sait pas exactement ce que cette nouvelle normalité sera. Donc c'est un monde d'incertitude. Et cette incertitude est ici depuis la pandémie. La révolution industrielle qui apporte des changements, qui accélère les changements et des transitions démographiques sont en cours. La population vieillit. Il y a plein de choses qui s'effondrent et dans le monde entier, les anciens comportements sont en train de changer. La façon dont nous consommons, dont nous vivons, dont nous épargnons, dont nous vieillissons, dont nous communiquons est en train de changer. Les rapports que nous entretenons les uns avec les autres changent. Donc c'est presque impossible de prédire l'avenir. Et plus tard, je vous parlerai des conséquences que tout cela peut avoir. Il y a deux choses dans la vie qui sont inévitables. Tout d'abord, un appauvrissement généralisé. Le monde, les catégories les plus pauvres seront encore plus pauvres à cause de la pandémie. L'augmentation du nombre de décès va être en fait réelle. Le nombre de pauvres va augmenter. La volatilité des revenus sera un fait. Ce sera plus difficile encore d'éviter de tomber dans les pièges de la pauvreté. Cette année, la pandémie va pousser 150 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. 80 millions de personnes seront déplacées pendant les années à venir. Le changement climatique va pousser des millions de gens dans la pauvreté. Mais ce sont les extrêmes. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes tous touchés. L'espérance de vie a baissé. Le nombre de chômeurs a augmenté. Les chiffres du chômage ont augmenté. Le monde du travail informel s'est étendu considérablement. La numérisation peut encore augmenter le fossé entre les genres. Mais d'une façon ironique, la pauvreté, l'informalité vont créer des opportunités pour la microfinance. Le marché de la microfinance va se complexifier. Il faudra inclure ceux qui étaient précédemment exclus, les plus pauvres parmi les plus pauvres. Et les premiers clients qui ont pu échapper auparavant à la pauvreté vont y tomber ou y sont tombés. Et même ceux qui réussissaient, qui s'en tiraient bien avant la crise. Il y en a qui ont pu démontrer leur résilience et ceux-là auront la capacité de croître. Les institutions de microfinance auront de nouvelles opportunités d'innovation, de segmentation, la possibilité d'introduire de nouveaux produits.
Et leur rôle sera d'équiper leurs clients pour les permettre de faire face à ces défis. Et ce faisant, les institutions de microfinance présentent un avantage concurrentiel énorme, des avantages qui viennent d'une connaissance très personnelle, très profonde de leurs clients, des connaissances personnelles de leurs clients. Donc je pense que la microfinance sera redécouverte. Voilà, après un petit rafraîchissement, je vous dirais que la microfinance sera réappréciée à sa juste valeur sous un nouvel éclairage. Nous comprendrons mieux pourquoi la finance est importante. Et elle a toute son importance, en particulier pendant une période de changement. N'importe quel type de service, assurance, paiement, etc., tout cela a son importance pour une raison différente, parce que chaque instrument joue un rôle différent. Et pendant cette transition vers un avenir après la crise, eh bien, la microfinance sera un élément clé de la solution. Ce ne sera pas la solution unique, mais ce sera un élément très important. La microfinance sera rehaussée après la crise. Le risque systémique est un élément composant de notre avenir. La pandémie représente un choc systémique. Personne n'a pu y échapper. Personne ne pourra échapper à ses conséquences. Le changement climatique est également un choc climatique. Et tous ces risques systémiques vont frapper tous les clients et toutes les institutions en même temps, pour les mêmes raisons et au départ des mêmes sources. Le microcrédit n'est pas nécessairement prêt à faire face aux chocs systémiques. Et si les chocs sont systémiques, le crédit de groupe s'effondre. Les institutions de microfinance locales ne peuvent pas faire face à ces chocs. Et pendant cette époque, il faut fournir deux types d'efforts. Les clients doivent avoir accès à une plus grande gamme de services financiers, à des installations de dépôt où ils peuvent accumuler leurs réserves, des instruments de paiement, d'envoi de fonds sécurisés. Ils doivent avoir accès à des systèmes de paiement pour les transferts d'urgence des gouvernements personnes. Donc tout cela sera extrêmement important. Les institutions de microfinance devront avoir accès aux liquidités, devront détenir de plus grandes réserves et devront être capables de voir comment respecter les différentes requêtes. Elles devront penser également à des assurances en cas de catastrophe. Et peut-être que cela peut être un rôle destiné aux investisseurs d'impact, donc l'accès aux fonds de garantie. Où en est la société? De quoi a besoin la société? La société a besoin d'institutions beaucoup plus robustes, des institutions qui agissent beaucoup plus largement, des institutions qui sont présentes au niveau sectoriel, des institutions nationales et municipales qui doivent avoir davantage d'opportunités de se diversifier. Et même si l'on sait que l'avenir sera incertain, on a besoin d'institutions capables d'apprendre, de prédire et de s'ajuster, de s'adapter à différents changements, pour que les caractères les plus improbables des microfinances à l'avenir dépendent de leur qualité de gestion des risques. Qu'en pensez-vous, Dina? Vous avez déjà dit beaucoup de choses, Claudio, et beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Et pour compléter un petit peu votre intervention, je voudrais me concentrer sur une autre perspective, la perspective d'un investisseur d'impact. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la pandémie du Covid-19 et que pouvons-nous prévoir par rapport à l'avenir qui nous attend? Tout d'abord,
On a vu une réaction remarquable de toute la communauté de financeurs d'impact au début de la crise. Et quand on a commencé à remarquer l'impact négatif que cela pouvait avoir sur les IMF, et je veux souligner ici la coordination, le degré de coordination que tous les investisseurs ont montré, parce qu'ils ont montré qu'on était capable de se serrer les coudes et que personne ne pouvait faire cavalier seul. J'ai vraiment apprécié l'esprit de solidarité, de réflexion. On a analysé ensemble le déploiement des prêts, le refinancement des prêts. On est passé à des accords vraiment de gentlemen. Et comme vous l'avez dit, il y a potentiellement une opportunité de réévaluation de de ce qui est vraiment nécessaire entre nous. Et ça, nous l'avons compris pendant les derniers mois. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Alors, ceci dit, dans le chef d'un investisseur, il y a pas mal de défis. Oui, nous avons restructuré ces prêts et nous l'avons fait pour que nos IMF puissent également se restructurer. Mais la vérité, parmi ces portefeuilles qui ont été restructurés, c'est qu'on sait que certains devront encore être restructurés. Il y en a qui deviendront des portefeuilles à risque et il faut penser également à l'amortisation. Et dans ce contexte, il faut être agile, capable de s'adapter, de nous engager dans notre communauté d'investisseurs et les former, leur parler de très belles matrices qu'on leur demandait, etc. Eh bien, tout cela ne sera plus d'actualité. Nous devrons faire preuve de flexibilité pour soutenir les institutions qui ont du sens, celles qui sont capables, qui ont été capables de survivre dans cet environnement et qui ont continué à desservir leurs clients correctement. Donc, c'est un énorme défi existentiel de pouvoir mettre à disposition les liquidités nécessaires pour faire face à ces temps difficiles et ne pas déstabiliser les institutions qui arrivent encore à tenir la tête hors de l'eau. Alors, deuxième commentaire qui a trait à la pauvreté, à l'augmentation de la pauvreté. Si vous regardez le journal et si vous voyez tout ce qui se passe ici au jour le jour au Cambodge, c'est inévitable. Il faut en conclure qu'on est revenu pas mal en arrière, quelques années en arrière, par rapport au travail que nous avons essayé de réaliser, pas uniquement dans le secteur des microfinances. Je parle de l'impact que cette pandémie a eu sur l'industrie et sur le développement économique durable. Alors, une fois de plus, c'est clair que nos clients sont pauvres. Au Cambodge, par exemple, il y a beaucoup de ménages qui ont très peu de revenus. Ils dépendent de l'agriculture essentiellement, ça c'est certain. Et c'est en fait l'un des secteurs qui a montré le plus de résilience face à cette crise de Covid-19, mais ils dépendent aussi de secteurs hautement exposés au commerce international. Et quand les frontières sont fermées, le tourisme ne fonctionne plus, les chauffeurs de taxi, les serveuses dans les restaurants n'ont plus personne à desservir. Donc c'est vraiment, ça c'est très clair. Un autre pilier clé de l'économie au Cambodge, qui est également le cas pour pas mal d'autres pays asiatiques, c'est la confection. Tout le monde doit fait beaucoup plus attention à ce qu'il va dépenser pour Noël. Les cadeaux de Noël traditionnels, eh bien, ça va être réduit au strict minimum. D'habitude, on s'achète des vêtements, etc. Mais étant donné que les usines de vêtements ici sont toujours fermées, eh bien, c'est un sacré manque à gagner. On ne doit pas sous-estimer la résilience que l'on doit toujours déployer parce qu'il y a des gens qui n'ont tout simplement plus de revenus. Oui, les marchés émergents sont beaucoup plus agiles que dans d'autres pays, donc on peut espérer que les gens changent de secteur, mais cela prendra encore pas mal de temps. Et ça, c'est une lourde responsabilité. On devra accompagner ces institutions dans cette transition.
Et dans ce contexte, je voudrais également ajouter un troisième point, et puis je vous rends la parole. Que l'on soit bailleur ou investisseur, quand vous êtes dans le conseil d'administration d'une entreprise, vous avez la responsabilité de guider une institution et pas les surcharger de rapports, etc. Il faut que l'équipe puisse vraiment gérer toute l'équipe et faire avancer l'équipe, prendre les bonnes décisions pour que les entreprises puissent survivre. Et la tendance clé, je suis sûre que vous le voyez également dans d'autres parties du monde, c'est qu'on parle partout de numérisation. Et cela représente une accélération, cela accélère la conversation. Très souvent, les gens disent numériser ou bien mourir. Je pense que c'est une énorme opportunité d'un côté. Si les institutions ont démarré leur stratégie de digitalisation, de numérisation, eh bien, elles pourront certainement modifier leur processus pour adapter et adopter des solutions numériques qui ne remplace pas entièrement le côté humain. Elles accompagnent toujours la fourniture de services, mais ça représente également un risque. Quand les gens sont stressés et quand on leur dit on est en train de restructurer votre prêt, ça ne va pas se passer via un bureau, ça va se passer par message ou par email, et avant que vous vous rendiez compte, eh bien, la restructuration est faite. Les gens ne savent pas à quel sens vouer, ils ne savent pas pour combien de temps ni de quelle façon leur prêt est restructuré. Donc, il faut penser à tout cela. Et voilà, ça c'est le point de vue d'un investisseur d'impact. C'est notre rôle. Nous voulons être agiles, nous adapter, nous concentrer sur la gestion des risques, sur l'évaluation du portefeuille, les ressources humaines, les risques, etc. Il y aura une réduction d'effectifs, donc il faudra vraiment être vigilant, être toujours à l'aide, venir toujours à l'aide de nos clients, en aide à nos clients, mais également ne pas couper court à certaines pratiques et certains principes que nous défendons depuis longtemps. Donc voilà, c'est ma réaction à certaines des questions que vous avez soulevées. Oui, je pense que nos deux régions font face à des situations différentes, mais semblables d'une certaine façon. Oui, en effet. Et peut-être que nous pouvons revenir sur certains points. Les risques systémiques seront importants. Donc, les institutions dont nous aurons besoin, ce seront des institutions qui seront capables d'examiner des informations, de prévoir des tendances, des institutions qui ont des compétences d'analyse et de stratégie. Des institutions également qui ont à leur disposition des fonds importants pour faire face à des tsunamis, à des ouragans. Donc, des institutions ayant des fonds importants et qui soient soutenues par des investisseurs patients. Et dans cette transition vers l'avenir, la patience sera une qualité importante. Donc, les institutions se soucieront de leur pérennité et seront en mesure de reporter des bénéfices, de les reporter au plus tard. Donc, il faudra voir quelle sera la structure du marché avec des institutions multiples capables de fournir une grande gamme de services financiers et non financiers. Et la consolidation des marchés, le succès de cette consolidation des marchés dépendra du cadre réglementaire en vigueur. Parce que souvent, la réglementation suit l'évolution du marché, elle est un peu à la traîne. Alors, beaucoup d'IMF risquent de ne pas survivre la pandémie. Et il est important pour les investisseurs et les régulateurs d'autoriser ces acteurs à quitter le marché.
Les chocs systémiques tels que la pandémie montrent des faiblesses qui étaient existantes et qui étaient peut-être un tout petit peu cachées dans une phase de croissance. Alors les investisseurs d'impact, les autorités de régulation doivent laisser les marchés s'ajuster. En même temps, les autorités doivent promouvoir l'innovation qui doit aller main dans la main avec la stabilité. Le scénario idéal pour que tout cela puisse se produire, ce serait une interaction constante entre les participants du marché et les régulateurs. Malheureusement, récemment en Amérique latine et peut-être également dans votre partie du monde également, les autorités ont plutôt montré préférence pour une réglementation répressive. Donc, plutôt que de promouvoir certaines réglementations. Alors, la répression est de retour dans un grand nombre de pays en Amérique latine. Alors, des taux d'intérêt, des plafonnements, des quotas au niveau des portefeuilles, des taxes sur les transactions financières. Alors, l'ingérence dans des institutions financières. Et la pandémie, la réponse à la pandémie ont donné des excuses à certains pour adopter certaines politiques incorrectes, inadaptées, des mesures d'urgence inadaptées. Il y aura des distorsions, certaines risquent de devenir permanentes. Je pense à la Bolivie, qui avait l'un des secteurs de la microfinance les meilleurs du monde. Alors là, des plafonnements ont été mis en place, des mesures répressives. Alors, qui sont ceux qui ne sont plus desservis? Les plus pauvres, les plus jeunes, les clients des zones rurales. En Équateur, la même chose. Là aussi, des réglementations similaires ont été introduites. Au Costa Rica, là aussi, des centaines de milliers de clients ont été perdus. Et ce que l'on observe, ce sont des échecs des gouvernements. En même temps, les autorités prennent du temps pour adopter des mesures. Je pense aux fintech, à la concurrence entre fintech et les banques. Là, il y a un retard. Donc, de nouveaux services ne sont pas encore autorisés, surtout pour tout ce qui a trait aux transactions numériques. Là, les gouvernements sont à la traîne. Et Or, il y a toute une infrastructure qui est nécessaire pour que les marchés puissent fonctionner de manière plus efficace. Et les coûts de transaction sont extrêmement onéreux, des segments entiers de la population sont exclus. Je me souviens que des étudiants me demandaient, dites-nous, que peut faire le gouvernement pour améliorer l'inclusion financière? J'étais professeur et je leur disais, construire des routes. Qu'en pensez-vous? Oui. Dans cette partie du monde, dans certains pays, le secteur de la microfinance est devenu un secteur économique très important. Donc il faut davantage de surveillance. Auparavant, il y avait peu de clients desservis, donc peu de gens se souciaient de ce que faisaient les IMF. Et maintenant, si l'on prend conscience du fait que presque la moitié des citoyens sont liés à la microfinance, que ce soit par des microcrédits ou de l'épargne, eh bien, à ce moment-là, petite interruption.
alors à ce moment-là, il faut se pencher sur ce secteur. Malheureusement, la tendance que vous décrivez s'applique également dans la partie du monde où je me trouve. Mais bon, je ne voudrais pas être trop négative non plus. Je pense qu'il y a des réglementations malheureuses qui sont en place, donc plafonnement des taux d'intérêt sur certains marchés. C'est très difficile d'attirer des fonds internationaux. Alors, la question des risques n'est pas toujours bien comprise. Et pour gérer tous ces éléments, il faut qu'il y ait un groupe d'institutions de microfinance sur la même longueur d'onde qui entre en contact avec les régulateurs, pas forcément les gouvernements, et il faut des données, des exemples, des preuves. Et dans certains marchés d'Asie du Sud-Ouest, oui, il y a eu ces initiatives. Donc, il faut bien expliquer les conséquences de la réglementation. En tout cas, il faut discuter avec des interlocuteurs sur la même longueur d'onde et justement fournir une bonne argumentation pour que la politique aille en ce sens. Ensuite, des mesures d'auto-réglementation sur le marché cambodgien, des institutions, comment c'est dans un environnement où la croissance relève du passé, et ces institutions disent, mais comment se fait-il que nous sommes en train de croître tout de même? Alors, c'est une question de refroidissement. Peut-être qu'il fallait ralentir un petit peu certaines pratiques, et certaines IMF se sont réunies, ont pris des décisions, ont respecté des principes relatifs au risque qui n'ont même pas été imposés d'en haut. Donc, il faut se parler avec les régulateurs, faire un travail de plaidoyer politique et parler également en représentation diplomatique. Je pense que ce sont là tout de même des canaux importants pour maîtriser ce risque qui est lié au populisme. Bien, en tout cas, j'apprécie votre optimisme et j'espère que nous serons en mesure d'avoir ce type de discussion avec les autorités pour leur montrer les faits, à savoir que de nos jours, il y a tant de vérités et de contre-vérités qui compliquent les discussions. Mais en tout cas, nous pouvons tirer beaucoup de leçons de l'histoire, et ce n'est pas la première fois que ces plafonds des taux d'intérêt ont été introduits. Ça a été le cas, puis ils ont redisparu, 4-5 fois d'ailleurs dans ma carrière professionnelle. Et la leçon centrale, c'est peut-être que l'on doit apprendre de l'histoire et expliquer cela aux jeunes générations pour qu'ils se tournent vers le passé. Bon, on a parlé des changements au niveau agrégé, le risque systémique, le besoin de trouver des opportunités d'ajustement, mais je pense que dans la phase post-pandémie, il faudra définir la mission des institutions de microfinance. Il ne s'agit pas de s'efforcer d'abandonner les objectifs actuels, mais d'ajouter d'autres objectifs de façon explicite en reconnaissant très clairement des préoccupations d'une autre nature. Je pense notamment à 2 grandes préoccupations transversales qu'il conviendra de préciser.
Il y en a une qui est une mission principale dans certaines institutions de microfinance. Donc l'égalité homme-femme. Il y a la protection de l'environnement qui n'a pas été explicite jusqu'à il y a peu de temps. Et je crois que nous avons ces deux dimensions, égalité, homme-femme et environnement, qui seront des vecteurs universels qui deviendront des critères de base des grandes politiques permettant de définir l'action des IMF. Et tant au niveau du client que de l'institution d'ailleurs. On verra des interactions. Et c'est le cas dans le cas de nos actions au sein de la Fondation de la microfinance BBVA. Nous sommes penchés sur la pandémie avec 3 soucis en tête, principalement. 1. La protection du personnel, de la santé du personnel, au siège à Madrid, mais également dans les 6 institutions sur le terrain. Deuxièmement, l'aide aux clients, car nous reconnaissons que nous avons une relation de longue date avec eux. Et il y a une réciprocité implicite qui nous pousse à les aider, à les mettre en avant toute autre opportunité d'affaires. Et pour finir, la durabilité des institutions. L'égalité homme-femme est un axe central de mise en œuvre de cette perspective, tout en reconnaissant l'importance de réduire les écarts entre hommes et femmes. Nous avons été soucieux de rechercher les diversités à différents niveaux. Sur 8 membres de conseil d'administration, nous avons 3 femmes au sein du groupe. Dans la direction, il y a un certain nombre de femmes extraordinaires. Margarita Correa, Elisabeth Ventura, Financiera Confianza, donc les 2 Canalda, Adopim. Et donc ça nous montre quelque chose, c'est que nous comprenons l'apport des femmes et leur aptitude à diriger les institutions en s'appuyant sur les connaissances locales. On les retrouve à tous les niveaux. Et au niveau supérieur de la direction de l'institution, et d'autre part, on a des canaux qui doivent privilégier les femmes, des produits adaptés aux femmes, à leur mode de vie, à leur santé, à leur épargne, à l'assurance, permettant d'adapter des méthodes basées sur la segmentation, ventilées par hommes, femmes, pour valoriser les propositions qui répondent plus à leurs intérêts spécifiques. Dans la numérisation également, il est très important d'essayer de réduire les écarts entre les hommes et les femmes pour améliorer l'adhésion des femmes aux produits que l'on propose. Tout ceci est prise en compte dans nos décisions d'ensemble, tout comme l'approche éducative au Pérou avec Care International. Nous avons un programme qui essaye d'aider les femmes à améliorer leur éducation numérique. En Colombie, Inclopass, un programme développé par Banca Mia
pour être en contact, en connexion avec les personnes déplacées, les Vénézuéliens en Colombie, avec l'accent mis sur les femmes également, et soutenu par une collaboration avec USAID. Et Chili, Esperanza, avec un long historique de travail sur l'équilibre homme-femme. J'aimerais partager avec vous un fait intéressant. Récemment, j'ai été invité à rédiger un chapitre d'un livre sur l'inclusion et j'ai expliqué comment une fondation mesure les résultats de ses activités. Eh bien, je me suis demandé quel était l'impact marginal des différentes tailles ou des différents volumes de prêts. Si on a 1 euro supplémentaire, si je donne 1 euro supplémentaire à une cliente, qu'est-ce qui se passe au niveau du revenu du ménage? Revenu par tête. Si je donne cet argent supplémentaire, qu'est-ce que ça aura comme impact sur le revenu supplémentaire du ménage? Il s'avère que l'impact marginal de l'accroissement du volume du prêt est plus grand quand le prêt est accordé aux femmes par rapport à un prêt accordé aux hommes. Et en réalité, 100 euros donnés à une femme conduit à une augmentation de 520 euros par an pour le ménage, 1,3 euros par jour à peu près. Si vous le donnez à l'homme, au lieu de 520, l'accroissement est de 280 seulement. C'est intéressant comme constatation. Les femmes sont plus soucieuses des circonstances qui limitent leur accès au marché, et il y a certainement des opportunités dont disposent les femmes et qui n'ont pas été exploitées. Et quand on leur donne ces possibilités, elles les exploitent bien plus. Tous ces impacts marginaux ont été étudiés. Et au bout d'un moment, il y a une réduction de cet effet marginal et il faut trouver un portefeuille équilibré en termes de relations ou de rapport homme-femme. En tout cas, moi j'aimerais bien qu'au moins 5% dans mon portefeuille soient des femmes. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter, ce qui est relativement théorique, mais que l'on constate également sur le terrain. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur le site de la plateforme de microfinance et que l'on pourra déverser dans le débat de l'année prochaine. Mais il y a quelque chose d'intéressant concernant l'équilibre homme-femme. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter, ainsi que la Fondation BBVA pour le travail que vous réalisez. C'est encore une approche isolée que de l'impact qu'ont les hommes et les femmes sur le facteur multiplicateur du prêt. Le genre sera de plus en plus prioritaire dans nos approches futures. Il y a beaucoup de rapports qui disent que beaucoup de gens sont retombés dans la pauvreté. Quand vous voyez l'équilibre entre les hommes et les femmes, il apparaît clairement que les femmes ont été les plus touchées. Premièrement, la plupart du temps, elles sont dans le secteur informel. Et deuxièmement, de façon classique, elles travaillent dans le service de l'hôtellerie, des relations sociales,
Alors, il est vrai que c'est lié à la culture, bien sûr. Elles doivent s'occuper des enfants également. Il y a une charge cumulée importante. Il est vrai que si on leur dit qu'elles doivent revenir en arrière à l'issue de cette crise, c'est une situation assez intolérable. Alors mon appel serait le suivant. Nous ne devons pas penser que tout le monde a perdu ses revenus de la même façon. Et des produits de microfinance sont nécessairement adaptés à ces personnes pour les aider à reprendre pied. Et donc il faut prendre en compte l'aspect du genre, les spécificités de la vie au quotidien des femmes, les opportunités ou l'absence d'opportunités qu'ont ces femmes. C'est un élément central. Et nous devrons certainement commencer à prendre plus de risques, à développer des produits qui nous permettent d'aider les gens à développer de nouvelles activités économiques. Peut-être parce que les activités des personnes qui ont perdu pied ont disparu, parce que leur secteur a disparu. Il ne faut pas donc penser qu'à notre rôle en tant que fournisseur de capital. Nous devons également essayer de voir comment notre institution peut se développer dans le soutien non financier. Par exemple, pensons au secteur agricole en Asie du Sud-Est, où il y a encore plein de petits exploitants exposés aux risques climatiques qui sont exclus du marché. On peut les financer avec les bons fonds au bon moment, mais sincèrement, leurs rendements sont en réduction, les techniques agricoles ne fonctionnent pas, ils sont soumis aux risques climatiques, et donc il est probable que le prêt ne suffise pas. Est-ce qu'il y a donc une façon adéquate, comme vous le dites, la façon d'innover en institution, et peut-être non seulement de voir le service financier, mais d'aller au-delà et d'essayer de fournir les moyens techniques pour que ces personnes reprennent pied. Il y a un certain nombre d'éléments intéressants, comme les applications informatives dans l'agriculture, faire attention à quels aspects pour les cultures, la pluie, certains créneaux, etc. Autant d'incitations qui nous poussent à nous impliquer plus encore en tant qu'institution de microfinance. Alors, il est vrai qu'on dit oh, c'est prématuré, revenons à d'autres secteurs. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et inventer. Et pour les relations hommes-femmes, je crois qu'il faut que ça soit impliqué au cœur même de la stratégie. Et nous devons nous écarter des satisfactions en fonction des ratios totaux. Non, en fait, il faut se demander où se trouve l'équilibre représentatif des hommes et des femmes au niveau des dirigeants. Il y a beaucoup de responsables de services, de cadres qui sont des femmes. Si on leur donne la possibilité, d'aller prendre leurs enfants, s'ils sont dans une culture telle que cela prendra quelques années pour que leur mari comprenne qu'ils doivent aller prendre les enfants à l'école, etc. Eh bien, en tous les cas, nous pouvons être tout autant compétentes, et en tout cas, c'est un bon appel que vous lancez dans l'interprétation des chiffres. En tout cas, votre message est tout à fait une bonne source d'inspiration. Il me suffit de vous écouter pour savoir à quel point cette diversité est précieuse. Alors, il y a deux choses dans ce que vous avez dit qui correspondent à deux des questions que je ne peux pas résoudre. Et ce sont deux questions qui me posent vraiment des soucis. La première question, c'est de savoir si la microfinance devrait s'engager dans le financement de nouvelles entreprises.
Est-ce que le crédit est l'outil approprié pour aider quelqu'un qui veut démarrer son entreprise? Je ne pense pas que le crédit soit le bon instrument pour aider quelqu'un qui n'a aucune expérience ou de qui on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais ça ne veut pas dire qu'une opportunité productive n'est pas précieuse, n'a pas de valeur. C'est juste qu'il faut plus d'innovation pour rendre possible le soutien à l'apparition d'une nouvelle entreprise sans, disons, surcharger, sans surendetter le nouvel entrepreneur, alors qu'il ne pourra peut-être pas rembourser ses dettes et qu'en fin de compte, il sera plus pauvre qu'avant. Alors, vous parliez du rôle des services non financiers. C'est un exemple de la façon dont les gens peuvent changer. Si vous aviez entendu ce que je disais il y a 20 ou 30 ans, j'étais très actif à l'époque dans la défense d'une approche minimaliste des services financiers. Moi, je me concentrais sur les services financiers et seulement ça. Et l'une des leçons que j'ai apprises en observant la situation, c'est cette complémentarité entre les services financiers et les services non financiers. C'est une relation absolument nécessaire pour la gestion des risques, pour l'amélioration de notre capacité à avoir un réel impact sur la vie de ces gens et pas se contenter à financer leur gagne-pain, la suite de leur gagne-pain, si vous voulez, la continuité de leur gagne-pain. Donc, comment combiner ces deux éléments ensemble? Et c'est l'un des défis de la gestion des organisations de microfinance. Et dans certains cas, et j'y suis favorable, l'association d'instruments financiers et non financiers peut passer par ce genre d'alliances. Des alliances avec une assistance technique locale, avec l'aide du gouvernement ou avec le vétérinaire du coin, etc. Ce qui m'amène à réfléchir à cette préoccupation transversale que nous avons identifiée, à savoir la pérennité environnementale. Quand on pense à ce qui se passe dans la fondation de microfinance de la BBVA, ça doit être un engagement interne complet. Ça doit faire partie, si vous voulez, de votre ADN. Dans la fondation, nous parlons de culture d'entreprise qui doit représenter un élément inhérent à chaque institution. Et puis, une fois que cela est fait, vous pouvez également incorporer les risques environnementaux dans l'évaluation des portefeuilles de risques. Vous pouvez offrir différents produits à différents clients. Vous pouvez améliorer l'impact sur la société dans son ensemble. Et comme vous l'avez très bien dit, le changement climatique, de la même façon que la pandémie, a frappé de façon proportionnelle la population la plus vulnérable, et en particulier les femmes. Davide Castellani a écrit un petit message à l'écran. Il nous demande si on apprend quelque chose en gérant ce risque systémique qui vient de la pandémie, qui pourrait nous être utile pour faire face au changement climatique. Oui, évidemment, nous devons développer des instruments pour savoir comment faire face à ces chocs systémiques. Dans notre fondation, nous avons adopté des listes des activités qui seront réalisées suite aux recommandations de l'IFC. Nous poursuivons notre objectif d'éco-efficacité. Nous réduisons notre impact sur l'environnement en mesurant constamment notre empreinte carbone pour pouvoir réduire notre propre impact. Des alliances pour atteindre ces résultats sont extrêmement importantes. Avec la FAO, l'ICA, les Nations Unies et d'autres.
Et c'est un domaine particulier dans lequel l'assistance technique, la formation, l'accès au marché sont vraiment un ensemble qui peuvent nous aider. Et si on les met ensemble, on peut créer des économies, arriver à des économies d'échelle. On a des activités de formation dans l'agriculture pérenne, dans les différentes institutions. On a un forum de démonstration en Colombie où on invite les gens à se former sur l'atténuation des risques. On crée des communautés de connaissances en mode numérique. Une fois que vous avez intégré cet engagement dans la pérennité environnementale comme un pilier de votre culture d'entreprise, eh bien le reste suit. Et je pense que cela représentera une contribution énorme à la microfinance. Voilà, ça c'est un sujet pour tout un débat qui pourrait durer encore tout autant, Claudio. Je voulais vous remercier personnellement de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec vous. Cette année, malgré tout, nous n'avons pas pu nous rencontrer en personne. Peut-être que l'année prochaine, on aura le plaisir de se rencontrer en personne et qu'on veillera également à réduire notre impact en évitant de prendre l'avion, par exemple, pour suivre vos idées. Merci encore. Merci beaucoup, ça a été un vrai plaisir. Je ne sais pas si vous voulez jeter un coup d'œil aux questions qui nous sont parvenues ou aux commentaires. Oui, en fait, il y a eu beaucoup de déclarations qui sont apparues à l'écran et j'espère que l'animateur pourra ajouter tout cela à un document qui suivra cette conférence. Mais apparemment, le temps imparti se termine. Et je vous souhaite tout le meilleur, tous mes meilleurs souhaits. Au revoir. Laura, je pense que c'est à vous. Merci Dina, merci Claudio, merci pour ces commentaires tellement constructifs. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui ont participé à cette semaine européenne de la microfinance. Je suis heureuse de prononcer les mots de la fin pour clôturer cette semaine européenne de la microfinance et au nom du conseil et de la plateforme. Ce matin, j'ai regardé ce que j'ai dit l'année dernière. Je me suis dit, ce que j'avais préparé l'année dernière ne correspond plus du tout à ce qui convient aujourd'hui. Mais beaucoup d'adjectifs que j'ai utilisés l'année dernière restent les mêmes. Une conférence passionnante, collégiale, extraordinaire. Je peux ajouter un adjectif numérique ou virtuel. Plus de diversité encore cette année, un contenu très fort, des orateurs de premier plan, beaucoup d'interactions aussi. Et j'étais un peu inquiète sur le déploiement de cette édition. C'est vrai que c'est un test, c'est une première expérience pour nous, pour un grand nombre d'institutions et à différents égards d'ailleurs. Et nous avons organisé beaucoup de conférences virtuelles. Nous nous sommes demandé est-ce que les gens viendraient, est-ce que tout fonctionnerait d'un point de vue technique. Mais après cette première expérience, après avoir écouté les mots de bienvenue du ministère, de Christophe et d'autres, je me suis dit que ça allait bien fonctionner. Et puis, je crois que c'était Laura Fous qui a pris la parole après et je me suis dit, oui, on y est, vous y êtes, nous sommes chez nous à la fois, mais nous sommes tous présents. Donc, nous sommes tous ensemble. C'est nouveau, mais nous sommes tous réunis. Et c'était vraiment un sentiment très spécial. Comme diraient nos collègues américains, si on vous donne des citrons, ben faites la limonade. Et oui, nous sommes confrontés à une pandémie
Mais pour ce qui est de la Semaine européenne de la microfinance 2020, je pense que nous avons fait une bonne limonade cette année. Plus de 500 participants des quatre coins du monde, des personnes qui n'auraient peut-être pas pu venir et se rendre au Luxembourg ont pu participer. Plus de 130 orateurs, plus d'une centaine d'organisations. Le contenu est maintenant virtuel et pourra être accessible après la conférence. Donc, ce sera possible. Alors, proposer l'événement en ligne, c'était en fait un exploit. C'était tout à fait inédit à de nombreux égards. Mais nous avons également veillé à garder certains éléments qui font de cette semaine une réussite, la collégialité, l'écoute, le contenu qui doit être proposé par les membres, l'interaction, la diversité. Merci pour votre patience. Bien sûr qu'il y a eu quelques petites erreurs ici et là. Bon, ce ne serait pas drôle autrement, n'est-ce pas? Mais merci en tout cas à l'équipe, à tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont répondu aux questions de dernière minute. Et c'est représentatif pour le secteur dans son ensemble. Nous nous sommes adaptés. Et nous avons fait beaucoup mieux, nous sommes plus forts maintenant. Beaucoup d'innovations de cette année seront préservées et appliquées l'année prochaine, même si cette conférence sera en présentiel, nous l'espérons en tout cas. Mais en tout cas, nous avons expérimenté de nouveaux formats, nous les avons mis à l'essai et nous pourrons les mettre en œuvre de manière encore plus efficace l'année prochaine. Un bon exemple, c'était le lancement de la conférence avec le grand honneur d'accueillir Elabat, qui est extraordinaire et humble en même temps. Elle a partagé avec nous des paroles de sagesse et elle a rappelé quelque chose d'important. Gardez à l'esprit nos valeurs, l'être humain et la planète, Covid ou pas Covid. Elle a vraiment transmis un message fort. Oui, le Covid frappe la planète entière. C'était impossible de ne pas en parler. Certaines séances étaient consacrées au Covid, puis le sujet est revenu. Et tous les sujets abordés cette année restent clés. L'épargne, les personnes déplacées, les femmes, la numérisation. Alors le Covid nous a montré l'importance de bien faire toutes ces choses et la force des institutions également compte. Les institutions semblent s'en sortir bien. Bon, peut-être pas toutes, mais... Et un rappel aussi, nous avons été soulagés de voir que certaines craintes, certaines préoccupations sur une éventuelle crise de liquidité dans le secteur pourrait peut-être détruire des acteurs du marché. Ce n'était pas le cas, mais c'est tout de même un rappel. Nous sommes toujours dans une situation critique et il nous reste encore un long chemin à parcourir pour nous en sortir. Nous ne comprenons pas encore pleinement l'impact sur les clients. Donc, il faut des études, des recherches ont été menées, mais il faut examiner les données à tous les niveaux, IMF, tous les secteurs. Donc, ce message a été rappelé cette année. Il faudra également déployer des efforts pour voir comment aller au-delà surmonter les restrictions et comment soutenir les organisations dans les pays et au-delà. Certains sujets ont été abordés dans cette édition spéciale. Le Compass de l'inclusion financière, publié avant l'été, avec un focus Covid-19. Donc, jetez un coup d'œil à cela. Alors, tout au long de l'année, tout au long de cette conférence, nous avons également pu faire beaucoup de choses, le Compass, mais également d'autres publications intéressantes, telles que l'ouvrage longtemps attendu, en fait, Taking Shelter, le financement des logements pour les pauvres. J'espère que vous avez pu participer à cette session. Je vous recommande d'acheter le livre. Vous le trouverez sur Amazon ou entrer en contact avec l'équipe qui vous expliquera comment vous procurer ce livre. C'est vraiment très, très intéressant.
Un autre sujet récurrent tout au long de la conférence, Covid ou pas, c'est l'importance et le souhait de coopérer. Dans cette réponse au Covid, il y a eu une bonne collaboration, que ce soit les investisseurs, les autorités, les institutions, mais il faut faire encore plus. Et je suis sûre que nous allons poursuivre cette coopération. Autre sujet, la numérisation. Alors, ça a été dit à de nombreuses reprises. La numérisation est un élément clé. Est-ce que les fintech sont d'une force positive ou négative? Non, il s'agit de voir comment nous utilisons les opportunités de la numérisation. Et surtout dans un contexte Covid, beaucoup de choses ont pu être mises à l'essai. Et il y a encore des éléments qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionneront pas. Le Covid nous a montré l'importance de l'épargne. C'est un produit qui est parfois oublié. Et c'est également, c'était également le sujet du prix européen de la microfinance. Alors, de bonnes pratiques ont été partagées, des études de cas, les réglementations, les métriques utilisées et des orateurs extraordinaires sur ce sujet. Et puis, la publication sur ce sujet, encourager une épargne efficace et inclusive, et bien sûr le travail des finalistes du lauréat. Et le prix européen de la microfinance, justement, il y a eu beaucoup de candidatures. Nous nous sommes même demandé, est-ce que c'est une bonne chose que d'organiser le prix cette année? Est-ce que les gens ont le temps? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que le sujet convient? Eh bien oui, c'était la bonne décision et nous sommes heureux et nous tenons à féliciter le lauréat au Népal pour l'excellent travail qu'il réalise dans le domaine de l'épargne. Et nous nous réjouissons déjà d'en savoir plus l'année prochaine. Pour finir, je tiens à remercier les sponsors tout d'abord. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à l'onglet correspondant. Merci aux animateurs, aux modérateurs, aux orateurs, alors des quatre coins du monde. Merci à vous tous pour votre présence, pour avoir pris le temps dans vos vies. Je tiens à remercier l'équipe, Charles Mas et son équipe de Good Vibes. Et quand j'ai dit à Christophe, simplifiez, n'en faites pas trop, tout le monde comprend que c'est complexe, c'est difficile, pas besoin d'avoir autant de sessions que d'habitude. Et en fait, Christophe n'a pas du tout tenu compte de ce que j'ai dit. Et tout le monde a pu profiter d'une expérience beaucoup plus riche qu'elle ne l'aurait été s'il m'avait écouté. En tout cas, c'était une tâche colossale. Charles Mas et l'équipe de Good Vibes ont organisé une conférence beaucoup plus complexe qu'elle ne l'est en présentiel. En présentiel, c'est déjà un défi, mais cette année-ci, c'était encore plus difficile et puis les échéances étaient courtes. Nous avons décidé du format avant l'été. Merci infiniment. Merci à Charles et à son équipe. Merci aux interprètes, à toute l'équipe de soutien, aux techniciens, à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Merci à toute l'équipe. Donc plus de 25 personnes en Belgique, au Luxembourg, au Portugal ont travaillé jour et nuit sur de nombreux fronts devant l'écran pour que cet événement ait pu être une réussite. Et nous nous réjouissons de vous accueillir l'année prochaine, à la prochaine édition, peut-être en présentiel. En tout cas, nous allons garder le meilleur du format de cette année.
pas simplement à cause du Covid, mais l'année prochaine, nous allons nous concentrer sur le thème de la santé. Et ce sera également le thème du prix européen de la microfinance, la santé. Il y aura certainement un contenu très très intéressant, des acteurs intéressants à découvrir également. Et après, je lève mon verre, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour vos familles, et restez en bonne santé. Nous nous réjouissons de nous retrouver l'année prochaine. Merci Laura. Nous allons marquer la fin de cet événement. Merci à vous tous pour votre présence, pour votre participation. Sans vous, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Si vous voulez continuer à réseauter, la plateforme reste ouverte. Tous les enregistrements seront disponibles si vous avez raté quelque chose. C'était un grand plaisir pour moi d'avoir pu vous guider et je me réjouis pour l'année prochaine. Merci.